Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en présence de mon grand frère, Ken Yang. Comment tu vas? Merci. Ça va? Il m'a invité aujourd'hui chez lui, franchement, je le remercie. J'ai fait sa formation qui s'est super bien passée. Il m'a montré aussi pas mal de choses ici au Sénégal et c'est de ça qu'on va parler. Déjà, comment tu vas? Très bien, je suis content que tu es au Sénégal. Ouais, tu es chez vous? Ouais. Et tu es chez vous, tu es de retour à la source. Ouais. Bah, c'est toi qui m'as motivé, qui m'a inspiré à ça par rapport à tout ce que tu fais. Merci. Je me suis dit, waouh, ce qu'il fait en Afrique, c'est intéressant. L'Afrique est en plein export, il y a plein de choses qui se passent, plein de personnes qui viennent ici. Ouais. Nous-mêmes qui sont africains, bah, pourquoi on ne va pas chez nous faire des choses? Donc vraiment, ton message m'a inspiré, c'est ce qui a fait que je suis là. J'ai fait la formation, j'ai vu des choses et vraiment, moi, en tout cas, je suis très motivé pour faire des choses en Afrique. Et l'objectif aussi, c'est de, pourquoi tout ça? Pourquoi motiver la diaspora à venir en Afrique? Et on va commencer par Job Zone déjà, formation. Pourquoi avoir créé Job Zone Formation? Job Zone, c'était une réponse par rapport à ce que j'ai vu dans le continent, que la majeure partie de ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Et pour moi, ce n'est pas normal. J'étais frustré de voir qu'on a les terres les plus arables du monde. On a la jeunesse la plus dynamique. Bon, on a la population la plus jeune du monde. Donc, on a le soleil 365 jours. On devait nourrir le monde. Mais c'est le sens contraire. Nous dépendons à l'autre de nous donner à manger. Nous dépendons à l'autre de construire notre continent. Nous dépendons à l'autre de venir investir dans notre continent. Et quand j'ai vu que tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, notre continent est en construction, et je ne peux pas rester dehors, laisser d'autres venir construire ma maison. Là où vous êtes aussi aujourd'hui, ma maison. Je ne pouvais pas attendre à quelqu'un de le faire. Il fallait que je prenne mes bagages, je retourne au Sénégal, ma terre natale. Je cherche des terres, moi-même je construis ce que je veux et je vis ici maintenant. C'est la même chose pour le continent. On ne peut pas attendre à d'autres de le faire et après nous on va se complaindre. Je ne pouvais pas être locataire aux États-Unis, dans un pays de quelqu'un d'autre, pour vous en France, et revenir chez moi être locataire. C'est-à-dire, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, nous ne contrôlons pas ce que nous mangeons. Nos autoroutes sont contrôlées par les autres pays. Nos aéroports sont contrôlés par les autres pays. Nos réseaux téléphoniques sont contrôlés par d'autres pays. Tous les deux réseaux téléphoniques dans le pays, Orange et Free, contrôlés par les entreprises françaises. Imagine une entreprise sénégalaise qui contrôle Orange en France. Tu peux imaginer, ça va pas exister. C'est bizarre. Imagine une entreprise sénégalaise ou rwandaise ou béninoise qui contrôle SFR en France. On dit que c'est Omar ou Mohamed qui a acheté SFR et qui contrôle ça. Ça ne va pas exister parce que ça va sur la dignité du pays, le contrôle même de la sécurité du pays national. Et tout ce que vous voyez dans le pays, dans nos pays en Afrique, la majeure partie de notre économie est contrôlée par l'extérieur. Si ce n'est pas la France, c'est la Chine. Si ce n'est pas la Chine, c'est l'Amérique. Si ce n'est pas l'Amérique, c'est l'Inde. Si ce n'est pas l'Inde, c'est la Turquie aujourd'hui et même la Russie. Et dans tous ces pays dont je viens de nommer, ou le Maroc, bon, le Maroc c'est nos cousins, ça je peux comprendre. Dans tous ces pays-là, c'est inimaginable un Africain vient là-bas contrôler ce que nous contrôlons ici. Inimaginable, tu vas en Russie, toi, tu contrôles leur réseau téléphonique. C'est inimaginable aux États-Unis, c'est inimaginable en Chine. Tu n'auras même pas l'occasion. Donc pourquoi nous pouvons accepter, moi personnellement, je ne pouvais pas accepter de rester dehors, de regarder ma maison être construite par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai fait le retour. Et au lieu d'être sur les réseaux sociaux, se complaindre, blâmer d'autres pour leurs responsabilités. Nous tous, on a des responsabilités, on a des devoirs, mais on a des responsabilités aussi. You know, we have roles to play. C'est pourquoi je suis revenu, j'ai créé ces fermes dans le but de pas seulement participer sur l'autosuffisance alimentaire de mon pays et de mon continent, mais de rendre l'agriculture attractive pour la jeunesse. Parce que je sais que si je parviens avec d'autres personnes qui le font aujourd'hui à rendre l'agriculture attractive,
de démystifier cette mythe que si tu vis dans les villages, si tu fais l'agriculture, tu es pauvre, ça signifie la misère. Si j'arrive avec des jeunes autour de moi et des gens qui le font comme vous, on pourra démystifier ça et changer les données, changer cette image de l'agriculture dans nos pays. Si on arrive à faire ça avec les jeunes qu'on est en train de former dans notre institut agricole que tu viens de passer, je pense que dans quelques années, ces graines vont pousser et l'arbre va grandir. Et j'en suis sûr et certain que, Inch'Allah, les fruits vont tomber de ça. Inch'Allah. Et que nous allons pas seulement nourrir l'Afrique, mais nous allons nourrir le monde. Et je le vois venir tôt ou tard. C'est pourquoi j'ai fait ça. Et qu'est-ce qui fait que, là, quand on t'entend parler, tu es vraiment t'es rassuré, tu es sûr, tu as vraiment cette vision, tu dis que ça va arriver? Plus que certain. Qu'est-ce qui te permet d'avoir justement cette assurance? Je suis un éternel optimiste. Je suis un optimiste têtu. Ok. Et j'en suis certain que si tu mets les bonnes graines, tu as été à la ferme. Ouais. On t'a appris comment tu commences par préparer la terre. Ouais. Tu ne vas même pas juste semer, tu prépares la terre, tu fais ce que tu vas faire. Et après, tu mets des graines. Et qu'est-ce que tu fais après? Tu mets les graines, tu arroses. Ouais. Mais ça ne suffit pas d'arroser. L'agriculture nous apprend la vie. Ouais. Après arroser, ça commence à pousser. Il y a d'autres choses à faire. C'est enlever les mauvaises graines. Ouais. You know, entretenir la plante, de make sure that everything it needs, it gets it. Il y avait ce truc-là, les mauvaises herbes. Mauvaises herbes, il faut les enlever et tout ça. Continuer à le faire. À 2 mois, 3 mois, ils vont revenir encore. Il faut se battre, c'est ce qu'on est en train de faire avec vous, la jeunesse aujourd'hui. On a semé les graines et on doit arroser. On doit vous donner les tools, les skills nécessaires, les outils. On doit vous armer avec tout ce que vous avez besoin. L'amour de la terre, l'amour de notre patrie, l'amour de notre continent. De vous montrer les coins, les beaux coins de notre continent que les gens ne vous montrent pas. Ouais. Souvent en Europe, aux États-Unis, ils vous montrent la misère. Quand vous venez avec moi à la ferme, après la ferme, je vais vous montrer ce qui est de meilleur qu'on a. Comme ça, vous avez envie de revenir, de participer, même de loin, de participer, parce que vous êtes en train de le faire par tes réseaux sociaux, en parlant de l'Afrique, en parlant de ce qui est bien, en parlant de tes expériences, de partager tes peurs, tes pensées, tes objectifs, ce que vous voulez faire. Et au-delà de ça, ça inspire d'autres sans que toi-même tu le saves. Et c'est ce qui me rend optimiste. Parce que quand je vois des jeunes comme vous qui ont laissé votre confort, qui ont laissé leur confort en France, aux États-Unis, dans les îles Caraïbes, Martinique, et Canada, Saint-Martin, Guadeloupe, jusqu'en Chine, partout, venir passer 2 semaines, 1 semaine à la ferme et sortir, grandir encore et vouloir faire encore plus pour eux et pour leur pays, pour leur continent, ça me donne plus que d'espoir. Je ne peux ne pas être plus qu'optimiste que j'étais déjà. Donc c'est pourquoi je vois the future is bright. I see a bright future for the diaspora. Et cette diaspora, on en a besoin. Vraiment, non, mais en tout cas, moi, je suis sorti très grandi de la formation, beaucoup plus motivé, beaucoup plus d'amour pour l'Afrique. Je pense, en général, en tout cas nous en Europe, vers 25, 28, 30 ans, on commence à se poser beaucoup de questions. Et en tant qu'Africain, voilà, on ressent ce besoin, en tout cas la plupart des personnes qui me suivent pourront le dire, ce besoin de retourner en Afrique. Moi, en ce moment, je suis beaucoup retourné et franchement, ça m'a poussé. En tout cas, je te remercie pour cette formation qui pour moi a été extraordinaire. Merci. Ensuite, on est parti, tu nous as invités, et c'était encore un honneur pour nous, à la nouvelle institut que tu as créé, Give One Project Institut Digital. Pourquoi le digital? Parce que le digital, c'est le futur. On est en train de rater la révolution digitale. On a raté toutes les autres révolutions. Jusqu'à récemment, la révolution industrielle qui a passé devant nos yeux. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a fait jusque-là va être digitalisé. La finance, l'agriculture, la santé, l'éducation, tout. Artificial intelligence, tout ce que tu regardes dans le monde aujourd'hui, ça va sur la digitalisation. Surtout avec ce qui s'est passé, Covid et tout ça, ça a augmenté la vitesse. C'était une belle opportunité pour l'Afrique de prendre les devants, mais on a encore dormi.
Ça m'a encore frustré de trouver des solutions. Je suis un éternel optimiste. Je ne peux pas complaindre. Ce que je peux faire, c'est regarder, I find solutions. Là où il y a les problèmes, j'essaie de trouver les solutions à mon niveau. Puisque je n'ai pas les appareils d'État, je ne suis pas politicien, je ne suis pas élu sur rien du tout. Ce que je peux faire en tant que secteur privé, social entrepreneur social, c'est trouver les solutions pour les problèmes à mon niveau. Tout récemment, j'étais aux États-Unis 1 an, je ne suis pas allé aux États-Unis. Quand j'arrive à l'aéroport, la dame au fichier m'a dit, regarde cette caméra, je sors mon passeport comme d'habitude, c'est coutume. Elle me dit, tu n'as pas besoin, regarde caméra. Je regarde caméra. Elle me dit, well, Pyongyang. I say yes. Elle me dit, welcome home, vas-y. Je dis, mais il n'y a pas de tampon. Elle me dit, combien de fois, tu n'es pas ici depuis combien de temps? Tu n'es pas retourné? Je dis, 1 an après Covid là. Il me dit, maintenant, on n'a pas plus besoin, c'est Artificial Intelligence. Facial Recognition. Comment vous dites ça en France? Reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale. Avec ça, je dis, mais comment vous avez fait ça? Moi, je ne suis même pas aux États-Unis. Ils disent n'importe où. Ils disent, go inside. Ils ont toutes les données en te regardant. Ils ne touchent même pas le papier. Et tout de suite, je me suis dit, mais écoute, nous, ils nous ont encore devancés. Ils sont en train de contrôler l'Afrique par l'information. Aujourd'hui, le jeune Larry Page, le gars Larry Page qui est à Google et ses équipes qui sont à Washington, à Silicon Valley ou bien Californie, connaissent mieux nos pays et nos coins que nous qui vivons ici. Tu vas sur Google, ça t'amène partout dans le pays, partout en Afrique. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Partout. Et c'est contrôlé par des jeunes qui sont aux États-Unis. À ce temps, nos jeunes sont en train de prendre les bateaux là pour aller chercher l'Eldorado qui n'existe plus en Europe. Ils ne sont pas en train d'être formés. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? À ce temps, Xavier Niel est en train de former des jeunes génies en France, à l'école 43, 42, je ne sais pas plus. Et nous, nos jeunes sont sur les réseaux sociaux, la majeure partie, c'est pas tout le monde. Ils ne savent pas comment l'utiliser, c'est pour s'insulter, pour se dénigrer, pour faire des lives contre each other. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Il faudra créer une plateforme pour enseigner à ces jeunes notre futur, qui puissent se rattraper sur l'artificial intelligence et surtout la cybersécurité. Parce que c'est quelque chose qui me parle. J'ai été victime d'attaques de cybersécurité. On m'a volé de l'argent dans mon compte bancaire, personnellement, il y a 1 an. Mais aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Des millions de personnes sont en train de perdre des milliards chaque jour sur la cybersécurité. Ce n'est pas seulement ça. Les gens attaquent les sites des gouvernements. Tu as vu ce qui s'est passé l'autre jour aux États-Unis. Dans une journée, ils peuvent shut down. Aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas la guerre par les armes. Avant, on mettait beaucoup d'argent pour acheter des armes, pour former des militaires, pour former des milices, etc. Aujourd'hui, la vraie guerre, c'est la guerre de cybersécurité. C'est sur l'Internet. Ils peuvent venir devant ta maison et shut down your whole Internet et entrer dans ton téléphone, prendre toutes tes données, tout de suite. Ça se passe dans le pays, on voit des gens, ils prennent leurs vidéos personnelles, ils le mettent dans l'Internet, ils ruinent toute leur vie. Ils prennent leurs données bancaires, ils prennent ton argent, ils le font pour les banques. Les banques africaines sont en train de perdre beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas le dire parce que les clients veulent le quitter, mais j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, nos États sont très vulnérables parce qu'il n'y a pas assez de jeunes formés sur la cybersécurité. Donc, si on a l'Internet aujourd'hui, partout dans le pays, tout le monde a un cellulaire, et on n'apprend pas à ces gens comment sécuriser, comment on va faire dans le futur. Du jour au lendemain, tout peut crash. C'est comme avoir une maison, tu n'as pas de sécurité. Tu laisses toutes tes portes dehors et tout rentre. Qu'est-ce qui se passe? Tout peut se passer. Tu vois? Donc là, c'est notre rôle, nous, comme d'habitude, comme j'ai fait sur l'agriculture, j'ai dit, je vais construire une école digitale. Et on va enseigner, on a commencé à enseigner la cybersécurité d'abord, l'artificial intelligence, le data, deep learning, tout ce qui est cryptocurrency, les métiers de l'avenir, c'est aujourd'hui. Et ce qui m'interpelle encore de plus, c'est que l'Afrique aujourd'hui a un gros problème. C'est le problème pas seulement de la formation, mais de l'emploi. Les Indiens ont compris très tôt
Avant, un ingénieur indien peut faire, disons, comme ici, 500 000 francs le mois, c'est 1 000 euros. Le même ingénieur indien qui est aux États-Unis ou un ingénieur américain va faire 100 000 $ l'année ou bien 150 000 $. Minimum 10 000 $ le mois. L'autre est fait 1 000 $. Et c'est le même diplôme, même compétence. Les Indiens ont pu viser sur la technologie d'une manière où les Américains sont en train de faire ce qu'on appelle l'outsourcing. C'est-à-dire, il y a même des applications comme Fiverr, des applications comme WeWork. Moi, personnellement, mon dernier livre, Demain tu gouvernes le monde, par exemple, c'est là où je suis allé, j'ai mis que je veux faire couverture de livre. C'est un jeune Indien qui a fait ça à 50 $. Donc lui, il est dans un village, il travaille avec des Américains de partout. Ça crée le problème de l'emploi maintenant en Inde. Et aussi, maintenant, le jeune ingénieur indien, il va faire 100 000 $ comme le jeune Américain en restant en Inde et que l'argent reste sur l'économie indienne. Maintenant, si j'arrive à notre niveau, nous, si on arrive à former nos jeunes ici, dans l'école digitale et les autres écoles qui sont là, les académies, ou bien les former en général, on va régler le problème de l'emploi de la jeunesse africaine parce qu'ils peuvent travailler pas seulement avec les entreprises africaines, mais ils peuvent travailler avec les Américains, les Indiens, ils peuvent travailler avec les Espagnols, les Français, vous qui êtes là. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est aller sur une application comme Fiverr, comme WeWork ou créer leur propre pour mettre leurs compétences et que tout de suite quelqu'un aura besoin de ça, il leur paye les mêmes salaires que le jeune qui est aux États-Unis. Si tu veux faire design, si tu veux faire écriture, si tu veux faire tout ce que tu veux faire comme compétence, quelqu'un doit acheter. Au lieu d'attendre que quelqu'un te donne du boulot, tu vas sur l'application, tu affiches tes compétences, tu mets ta photo comme tu fais sur Facebook. Ouais. Ils sont sur Facebook, ils partagent des photos des selfies toute la journée, ça ne leur amène aucun argent. Mais si on leur apprend à faire des design, artificial intelligence, cyber security, all that, ils pourront capitaliser sur ça. C'est ça le but de Give One Project Digital Skills Academy. Pour moi, c'est pour régler le problème de notre futur d'abord, pour prendre notre place sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est régler le problème de l'emploi. Au lieu d'aller sur l'emploi, auto-emploi et créer de la richesse en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de dons, d'aide, de trucs. On a juste besoin de donner les outils à nos jeunes pour qu'ils puissent créer leur propre richesse. Parce que quand l'être humain a assez pour manger et assez pour dormir, assez pour entraîner sa famille, il a le temps maintenant pour réfléchir, pour créer des applications, des databases, de créer le futur. La majeure partie, depuis que je suis de retour au pays, ce que j'ai découvert, la majeure partie de la population ont faim. Ils sont dans la nécessité de pouvoir nourrir leur famille par jour. Et si tu es occupé par pouvoir nourrir ta famille par jour, mon frère, tu ne peux pas réfléchir sur d'autres choses. C'est vrai. Donc, qui va construire le pays? D'autres qui ne réfléchissent pas à ça, mais ils ont déjà réglé tous les problèmes de nourriture, de loyer, gérer la famille à l'école. Quand tu es malade, tu vas à la santé, l'hôpital c'est bon, on a tout géré, il y a l'assurance maladie. Ici, on ne passe même pas à l'assurance maladie. Tu vas rencontrer 100 familles africaines, peut-être une famille à assurance maladie. Ce n'est pas priorité pour eux. On va parler d'assurance maladie, il faut d'abord manger. Et toutes ces choses-là, je les vois à l'extérieur. Je ne peux que prendre des actes. Je ne peux que poser des actes. Je ne peux que revenir et faire quelque chose à mon niveau. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être élu pour le faire. Tu n'as pas besoin de dire, bon, donnez-moi quelque chose pour que je puisse vous aider. Non, là où je suis, avec le peu que j'ai, je peux faire quelque chose. Même si ça va impacter 5 personnes, allons-y, ces 5 personnes vont impacter 10 personnes encore. Et ça va faire ce qu'on appelle le ripple effect. Tâche d'huile. J'ai commencé Jobzone avec 2 personnes. Aujourd'hui, vous êtes des centaines de jeunes venus de partout dans le monde. Peut-être ces centaines de jeunes vont le faire des millions. Et on va changer ces données. Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi. Et qu'est-ce que tu dirais pour un dernier message à la diaspora, à toutes les personnes qui ont en tout cas cette envie de revenir en Afrique, qui hésitent? Qu'est-ce que tu leur dirais?
Je vais leur dire que ici c'est chez nous. Hein. On ne peut pas avoir peur de chez nous. Mais je comprends. C'est pas facile. Hein. Mais c'est pas facile aussi en Europe ou aux États-Unis. Et tout le monde ne peut pas venir tout de suite. Il faut prendre le temps, il faut le préparer. Ouais. Ça m'a pris du temps, 20 ans. Il faut prendre le temps, il faut le préparer parce que l'Afrique a ses réalités. On a besoin des jeunes Africains à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut juste que le cœur soit là et l'action soit là. Mais de l'extérieur, tu peux aider. Mais tu veux vraiment faire des trucs significants et construire des projets, il faut que tu sois là. C'est un conseil. Parce que vous connaissez ce qui se passe dans le continent. Vous envoyez de l'argent aux gens, la famille, les amis, tout ça là, les collègues et tout ça, ça ne va pas être comme tu le veux, hein, souvent. Donc il faut que tu sois là, il faut que tu suis tes projets toi-même et de ne pas avoir peur de nous, de notre continent, de ne pas se focaliser sur les difficultés. Pour moi, c'est dans les difficultés qu'on se construise. L'Amérique était plus difficile pour moi au début parce que c'est pas mon environnement, c'est trop froid, c'est pas ma langue, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'argent, il faut travailler, il faut faire tout ça. Mais alhamdoulilah, j'ai réussi à s'en sortir. Donc, quand tu reviens chez toi, c'est encore dur aussi, mais et après, qu'est-ce que tu fais? Tu te bats encore pour prendre ta place. Ouais. Mais je ne vais pas dire oui parce que je suis revenu, c'est dur pour moi. Ils me mettent les bâtons dans les roues et après moi je repars prendre les choses et après je retourne. Je ne peux pas faire ça. It's like I'm giving up, you know. Et pour moi, je suis un éternel optimiste. Je me bats. Et je ne le regrette pas parce que je me sens bien chez moi. Ouais. You know, je me sens bien chez moi et je me sens bien parce que y a de l'impact. Les gens qui sont autour de moi dans ce village, qui travaillent pour moi, ils changent ma vie chaque jour. Ils pensent que c'est moi qui change leur vie, mais c'est le contraire. Ils m'apprennent encore tout ce que je n'avais pas, tout ce que j'avais ignoré de la vie. Les simples petites choses qui ont beaucoup de signification. You know? Être humble, you know? Et d'apprécier juste les petites choses. De jouer le football avec les enfants, de pouvoir aller à la mosquée, voir quelques vieux qui ont besoin de quelque chose. Tu règles certains problèmes qui te font du bien et tu fais du bien aux gens. Tu les envoies des enfants aller à l'école, tu les envoies, tu donnes des bourses, tu les prépares pour l'avenir. Tu vois, ils te voient, tu leur donnes de l'espoir qu'eux aussi ils peuvent faire plus que toi. Ça suffit. Et ça, je ne vais jamais le remplacer à quelque chose d'autre parce que j'avais pas beaucoup de modèles en grandissant ici. Et aujourd'hui, si je peux être ça humble, hein, avec une humilité, hein, si je peux donner de l'espoir à d'autres jeunes du village et du quartier, des villages où je suis, ça me fait énormément de plaisir. Et je suis très grateful à Allah de me donner cette position où je peux inspirer d'autres jeunes de vouloir faire plus que moi. You know? Parce que c'est notre espoir, la jeunesse. Il faudra leur donner de l'espoir pour qu'ils puissent créer l'avenir que nous rêvons. Quand il est temps de se reposer, on peut voir l'Afrique maintenant enfin développer, sortir de ce sous-développement par nos enfants et pour nos enfants et pour nos amis et partenaires qui vont venir ici sur le gagnant-gagnant. Et tout ça, on ne peut pas le faire en regardant dehors. L'Afrique est dynamique aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est vrai. Tu l'as senti, hein? Ouais. On est en construction. La fondation est faite et les briques sont en train d'être faites, d'être mises en place. C'est vrai. Il faut venir avant qu'on coule, là, avant le coulage. Avant que tout soit, non, sinon, soit pris. Quand tu viens, tu seras comme dans l'hôtel. On te check-in, tu paies ta crédit carte, tu rentres. Mais il y a check-out demain à 11h. Hein. Oui. Parce que quand tu viens à l'hôtel, ce n'est pas ton hôtel. Hein. C'est pour toi dans 24 heures, mais après tu dois sortir. Et si on attend trop que les choses soient parfaites, on va revenir et on va être des locataires. Quoi. Et ici, si on vient, on participe, on casse les œufs comme tout le monde, on crée l'omelette ensemble. D'accord? Parce qu'on ne peut pas attendre que tout est fait déjà pour venir. Il faut venir participer. Et sur la participation, ça va être difficile comme partout. Bien sûr. On a des difficultés, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est encore plus difficile quand tu es dans un pays où ce n'est pas le tien. Et
Ils vont toujours te regarder que tu n'es pas d'ici, quoi. Bon, aux États-Unis, je n'ai pas eu ce problème. Et parfois, c'est plus facile pour moi aux États-Unis qu'ici, parce que aussi ici, quand on vient, ils nous regardent pourquoi tu reviens, qu'est-ce que tu veux faire, ce que tu fais là, pourquoi tu le fais. Mais tout ça fait partie du jeu, quoi. Il faut l'accepter, il faut savoir s'adapter, accepter les réalités. Il n'y a pas un pays parfait, il n'y a pas une nation parfaite, mais on peut la rendre parfaite dans notre propre monde. Et moi, j'aime le Sénégal, j'aime l'Afrique, c'est ce qui me fait vivre. Et j'aime ce processus de pouvoir créer des projets chaque jour avec les jeunes. Ça met du sens dans ma vie. Et j'invite les jeunes qui ont envie de faire ça, de nous rejoindre. Parce que c'est fun, quoi, c'est amusant, c'est magnifique. Non, c'est magnifique. Franchement, moi, en tout cas, je te remercie. Merci. Parce que ce voyage, pour moi, il a été extraordinaire. Merci. Il a vraiment changé ma mentalité. Merci. Comme tu as dit, tu veux donner de l'espoir. Moi, tu m'as donné énormément d'espoir. Et j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses, que ce soit au Mali, au Sénégal, en Afrique, pour qu'on puisse enfin s'élever. Comme je dis souvent, c'est vrai, on parle souvent sur Internet, mais au bout d'un moment, il faut qu'on vienne, il faut qu'on se forme, il faut qu'on aussi donner de la force, s'entre-donner de la force, travailler avec les personnes qui sont ici et aussi travailler avec... Et là, je pense qu'on peut faire des choses. En tout cas, moi aussi, j'y crois. Merci beaucoup. Et puis, que Dieu te facilite tout ce que tu veux entreprendre. Inch'Allah. Et bon voyage au pays. Ouais, merci. Ouais, je rentre aujourd'hui. C'est chez toi. Anytime you come back, tu es chez toi ici. Merci. En tout cas, vraiment, il m'a bien accueilli, il m'a invité chez lui. Jeffzone aussi, c'est chez toi. Il y a une grande famille de Jeffzone. On est tous une famille, on s'entraide. C'est ensemble qu'on va y aller loin. Inch'Allah. Seul, on va vite. Inch'Allah. Ensemble, on va loin. Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. God bless. Ciao. Thank you. Merci. Peace.